Deuxième partie du débat, toujours avec les invités David Calfon d'Amaïka et Thomas Desno de Sycomore. Thomas, vous êtes venu Oui. chargé Ah bon. avec plein de bonnes idées, on l'espère, pour 2016, des idées de valeur. En tout cas, vous nous dites clairement, là on est sur 4005, on a un petit rebond ce matin, 4550 plus 1,60. On est tombé hier quand même en dessous des 4500 en clôture. C'est un bon moment pour ceux qui nous regardent en ce moment pour réinvestir. Vous attendez un petit rallye de fin d'année, d'extrême fin d'année? Une correction du rallye baissier des 15 premiers jours, oui. On a eu un rallye certainement, aussi en ouais. octobre, Oui, après tout ça a à été fait, compliqué. ouais. Écoutez, oui, je pense il y a des opportunités aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, on pense qu'il faut privilégier l'Europe et les acteurs domestiques. Et à ce titre, il y a un certain nombre de valeurs qui cochent un peu ces cases-là, notamment Europcar, dans la location de voitures, une IPO qui s'est fait récemment, qui a un peu du mal à avoir un momentum positif, alors qu'en fait le nouveau plan mis en place par le management est vraiment très convaincant. Nous on a rencontré la société à plusieurs reprises depuis son introduction en bourse et on est vraiment convaincu qu'ils sont en train de mettre en œuvre vraiment très positif. Il n'y a On pas une attend, inquiétude, excusez-moi de vous si, couper, oui. sur les nouveaux modèles, on parle beaucoup d'autopartage, de covoiturage, d'une voiture qui serait Ouais. plutôt dans l'utilisation, dans l'usage que dans la possession. Bon, Mais et puis et surtout qui se partagent de plus en plus. Donc c'est quand même des Oui. pressions déflationnistes sur ces business models. Justement, je pense qu'un Europcar justement, va bénéficier de cette tendance-là. D'ailleurs, ils ont une participation dans Car2Go, qui est effectivement un système de location assez innovant, et une présence dans plus d'une dizaine de pays sur la planète. Donc, ils testent aussi des nouvelles formules. Et, C'est-à-dire c'est la mise à disposition, c'est ça, de voilà, voitures de qu'on peut voitures partager? qui sont en fait disposées, enfin positionnées dans la rue, pas dans une agence, mais dans la rue, et avec une application smartphone, vous pouvez ouvrir la voiture. Et généralement, ce sont des smart en fait. C'est un partenariat en fait entre Europcar et Daimler. C'est les deux actionnaires de la société Car2Go. Et donc voilà, ils testent ce système-là. Et il y en a au Canada, à Londres, à Rome. Pas Voilà. encore à Paris. Pas encore à Nous on Paris. allait au Autolib. Bon, Hein, voilà. autre valeur. Écoutez, pareil dans cette thématique un peu domestique, il y a Orange. Orange a déjà corrigé de 10% par rapport à ses points hauts. Tous les indicateurs sont dans le vert, que ce soit dans le mobile, dans le fixe, dans les plans d'économie de coût. On croit à un deal, une opération avec Bouygues en 2016, certainement. Et on a un rendement de 4% pour patienter. Qui a un petit peu augmenté du coup avec la baisse. Voilà, forcément. exactement. Donc Orange fait partie aussi des valeurs qu'on a envie de racheter dans la baisse. Aujourd'hui, hier soir, on a eu, après la clôture, l'annonce de la cession des activités par choc de Forestia, un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, à Plasticomium. On pense vraiment que c'est un deal qui est win-win pour les deux acteurs. Les deux acteurs qu'on a dans les portefeuilles de Sycomore. Et donc, voilà, plutôt une bonne nouvelle pour ces deux acteurs. D'un côté, Forestia se désendette, ce qui est pas mal pour un équipementier, d'avoir quand même assez peu de dettes, parce qu'effectivement, ce sont des activités très cycliques et des marges qu'ils avaient du mal à optimiser. Donc des marges qui étaient dilutives par rapport aux autres activités de Forestia, donc il va avoir un effet, donc moins de dettes, plus de marge pour Forestia. Et de l'autre côté, Plasticomium a un vrai savoir-faire dans les activités extérieures. Et donc un deal qui est aussi assez structurant pour eux. Et eux, je pense, ont peut-être un meilleur savoir-faire dans l'exécution. Et on croit vraiment au redressement des marges qui étaient autour de 3,5 pour Plasticomium. Sur le secteur justement automobile, on a vu chahuter cette année, mais globalement quand même très très belle année surtout pour ces groupes Forestia, Plasticomium, donc les deux dans Sycomore Europe. Donc bravo. Est-ce que vous pensez que ça va continuer comme ça sur le même trend? Est-ce que vous commencez justement à sécuriser certains bénéfices sur ces valeurs? Alors c'est vrai qu'on a des approches très opportunistes sur les constructeurs auto et les équipementiers. On est toujours très discipliné. Vous savez, on a des objectifs de cours. On n'hésite pas à sortir quand on a touché notre objectif de cours et à rentrer quand la marge de sécurité nous paraît suffisamment importante. Lors de faiblesses comme on a connu au mois de septembre, on était venu ici en parler à plusieurs reprises. L'Europe reste encore un moteur de croissance. On est à peu près à 15% des volumes de pic de 2007-2008. Donc on a toujours du potentiel en Europe. Aux États-Unis, c'est vrai, donc on va essayer de se focaliser davantage vers les acteurs qui sont le plus présents en Europe.
Les États-Unis, c'est clair que le marché va se stabiliser. De toute façon, dans les pays développés, on a un marché de remplacement, hein, c'est plus un marché de croissance. Et puis en Chine, là, la dynamique reprend. Bon, il y a eu des incentives qui bénéficient à certains constructeurs, plutôt avec des petites cylindrées. Mais la dynamique reprend. Il y a eu un gros effet de déstockage au premier semestre et qui s'est poursuivi au cours du troisième trimestre. Et là, au dernier trimestre, on sent de nouveau les discours des équipementiers comme Faurecia. Donc encore du potentiel. Oui, oui, clairement, oui. Sur Faurecia, sur Plasticomium, nous, on a entre 30 et 40% de potentiel. D'accord. Donc on peut peut-être renforcer. Toujours pareil en ce moment, ou si ça continuait un petit peu à baisser. David Calfon, du côté à la finance boursière, enfin du côté des chiffres, vous avez étudié effectivement, vous comparez entre les zones, vous en parlez en première partie, vous avez observé du côté des dividendes, des rendements, des prévisions de bénéfices, une petite décélération des prévisions sur l'Europe pour 2016. Oui. Tout à fait, c'est un mouvement. En fait, le début d'année avait été très positif. Hein. On avait plein d'espoir parce qu'on voyait cette dynamique, ces révisions de bénéfices qui étaient positives. Et puis, ça s'est stoppé net à partir de l'été. Alors, au démarrage, c'était essentiellement, bien entendu, le secteur pétrolier et matières premières hein, qui a tiré à la baisse ces révisions de bénéfices, mais on voit que ça s'étend finalement à d'autres secteurs. Donc, c'est quelque chose que l'on surveille de près. Parce que si ça se confirmait, ça limiterait un petit peu le potentiel de croissance du marché dans son ensemble. Ouais, on a aussi le fait que ce fameux alignement des planètes, en effet de base, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire on ne va pas avoir à nouveau cette très forte baisse sur la devise, sur l'euro-dollar en particulier. On aura moins de potentiel de croissance de ce côté-là. Alors effectivement, bon, ceci dit, les montants de liquidités injectés par la BCE restent extrêmement conséquents. L'air de rien, juste en disant oui, c'est 6 mois de quantitative easing de plus, c'est comme 360 milliards qui sont mis sur la table. On se retrouve avec un programme d'assouplissement monétaire qui représente 14% du PIB de la zone euro. C'est quand même des chiffres qui sont forts. Donc de ce côté-là, il y aura toujours un soutien. Et puis, d'accord, les effets de base ne seront peut-être pas aussi forts que l'année dernière, mais le potentiel de rebond de l'euro reste quand même assez limité et c'est une situation qui va rester favorable aux sociétés européennes. C'est votre analyse également, Thomas Desnos, chez Sycomore, cet euro-dollar qu'on voyait très rapidement à parité, est-ce qu'il va vraiment y aller ou est-ce qu'on va rester dans cette zone 1,5, 1,15 ? On n'était pas loin, hein. Je crois qu'on a été chercher les 1,05. Oui, je pense qu'on va rester. Effectivement, la baisse va être plus modérée. On parle de la parité, de 0,95, c'est un peu les objectifs qu'on entend ici ou là. On a deux politiques monétaires aux États-Unis qui, on va le voir cette semaine, mais va sensiblement remonter ses taux. Et en Europe, plutôt une politique toujours accommodante. Donc ils ont quand même 1 ou 2 ans d'avance sur la politique monétaire, peut-être une année aux États-Unis. Donc ça va quand même militer pour un euro-dollar autour de la parité. Donc oui, je pense que ça restera un facteur positif, sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait très sensibles au dollar qui se sont couvertes, qui se couvrent de façon un peu annuelle, hein, des fois sur jusqu'à 3 ans en fait, et ils n'ont pas forcément bénéficié à plein de cette baisse de la devise. Donc un titre comme Airbus par exemple, qu'on a également en portefeuille, va bénéficier plus clairement de la baisse de l'euro au cours des 2-3 prochaines années. Parce qu'ils étaient couverts peut-être sur les 1,20, 25, 1,30 des fois. Exactement. Et donc ça va être progressif en fait. Donc encore, donc encore un peu de jus pour la croissance de certaines entreprises européennes sur la sensibilité devise. Ouais. Beaucoup de gérants qui passent par ce plateau aujourd'hui nous parlent de l'Europe, des actions, hormis le call Europe Action, point de salut, où il y a encore des choses à faire sur d'autres zones, sur d'autres... À nous, ça tombe bien parce que c'est un peu notre... C'est votre corps de métier. C'est notre corps de métier, on va demander à David alors. Nous, vous savez, notre principe, c'est la diversification. Alors sur quoi on peut, si on n'est pas aussi enthousiaste sur l'Europe et sur les actions, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment ou quelles sont les bonnes idées de diversification? Les idées de diversification, elles sont d'abord géographiques. Hein. On parlait des actions japonaises. Actions japonaises, c'est effectivement un des points assez centraux pour diversifier un portefeuille actuellement. Après, il y a bien entendu du côté des devises.
on peut chercher de la diversification. Effectivement, on a deux choses qui peuvent être intéressantes selon le point de vue qu'on a envie d'exprimer dans les portefeuilles. C'est si l'on veut avoir une position plutôt positive et une vue optimiste, il y a effectivement long dollar et contre un financement en euros, mais il y a également dans le marché des devises l'un des rares actifs qui permettent de protéger les portefeuilles en cas de décrochage des marchés, et c'est un actif qui n'est pas cher en ce moment. Il est encore au Japon, c'est le yen. C'est une devise, tout le monde dit, c'est une devise qui doit se déprécier parce que la banque centrale est très active, elle va en faire plus, etc. Elle fait tourner la planche à billets de plus en plus vite. Donc mais à chaque fois qu'il y a des stress de marché, le yen est un actif refuge. Et c'est un actif qui actuellement est sous-évalué. Donc une position longue sur le yen dans un contexte, je dirais, en termes de protection, parce que l'actif sans risque pour l'année prochaine, il est où? C'est plus les obligations. Même le cash, maintenant, il est taxé, donc c'est bien compliqué. Alors, le cash devient compliqué parce qu'effectivement, c'est du portage négatif. Les obligations d'État, il n'y a pas de coupon, il n'y a plus de coupon. Quand on est à 0,5, 0,6 sur le Bund, le moindre mouvement de hausse des taux, et vous éliminez 3, 4, 5 années de portage. Donc, ce n'est plus un actif sans risque. Après, on a vu, il reste les emprunts d'entreprise. Oui, mais lesquelles? Celles qui sont en bonne santé ont des rendements également très faibles, et celles qui sont risquées, par définition, elles sont risquées. Il ne faut pas utiliser le high yield comme on utilise du monétaire. Donc un call yen peut-être pour se protéger sur un problème sur le marché, un à-coup sur les marchés, et comme ça tombe bien, Thomas nous a dit que c'était pour le deuxième semestre 2016, en tout cas sur les États-Unis, on peut commencer à anticiper. Je reviens à vous, Thomas, vous nous avez parlé Europcar, Forestia, Orange, c'est très franco-français. Est-ce qu'on peut regarder ailleurs en Europe? Qu'est-ce qu'il y a du côté de l'Allemagne, du côté je sais pas, des pays nordiques? Oui, vous regardez aussi ces zones? Bien sûr, ouais, bien sûr. Écoutez, toujours pour rester sur ce call un peu domestique, on a beaucoup de Wienerberger, qui est une société autrichienne qui fait des produits pour des pavés, des pipes, des briques, des tuiles. Des trucs très sexy. Voilà, bon, c'est l'ancienne économie, comme on pourrait dire, mais qui pour nous est très intéressante. Un, parce qu'elle est très européenne. Deux, parce que le marché de la brique, de la tuile a baissé de 40% en volume depuis les 5-6 dernières années. On est vraiment en dessous d'un niveau normalisé de consommation. C'est une société qui est très bien gérée, qui a très peu de dettes et qui n'a pas besoin de capex pour croître. Donc s'il y a le retour de la croissance des ventes et des volumes, on a un effet de levier opérationnel qui est très attractif pour cette société-là. Wienerberger. Wienerberger en Autriche. Entendu. On nous reste quelques minutes juste pour savoir, on est le 15 décembre, messieurs, fin d'année, mais fin d'année boursière compliquée. Qu'est-ce que vous faites dans les portefeuilles aujourd'hui? Est-ce qu'il est temps de tout sécuriser ou au contraire, on reste positionné en ce moment? En fait, pour prendre le cas de nos portefeuilles, nous, on avait couvert un petit peu les portefeuilles juste avant la BCE parce qu'on trouvait effectivement que les attentes du marché étaient un peu démesurées. On l'avait d'ailleurs dit haut et fort. Donc en fait, ce que l'on a fait, par exemple hier, on était plutôt à enlever nos couvertures progressivement, petit à petit. Parce qu'effectivement, quand on vient de baisser de 8 à 9% en ligne droite, ça dégonfle les valorisations, ça fait remonter les primes de risque et on se retrouve dans un environnement où finalement on se sent un peu plus à l'aise pour reprendre des positions. Il ne faut pas oublier aussi que l'année dernière, au mois de décembre, on avait eu aussi un mois de décembre en deux temps, avec une baisse très prononcée. Jusqu'au 15 décembre. Jusqu'au 15 décembre, suivi d'un rebond. Alors, je ne dis pas que l'histoire se répète, mais bon, souvent ça rime. En tout cas, vous savez bien que les performances passées ne présentent pas des performances futures. On verra si on a la même fin d'année. Merci en tout cas, messieurs. David Calfon, le président fondateur d'AMEC-AM. Thomas Desnos, associé gérant chez Sicor AM. On vous réinvitera évidemment en début d'année prochaine pour voir, pour écouter vos prévisions, pour avoir vos nouvelles recommandations. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on se reconnecte au marché avec Direct Investisseur. Bonne journée à tous.